au sein de chaque particule, il y aurait une dimension invisible, et cette dimension invisible est reliée. Pour moi, l'objectif de l'être humain, c'est d'être meilleur que hier et un peu moins bon que demain. Et donc du coup, ces plantes, elles nous aident. Les psychédéliques ou les états de conscience modifiés sont des vecteurs de compréhension. L'idée, c'est de travailler à cet état le plus possible pour pouvoir recevoir la meilleure énergie, pour nous dire, voilà, je me sens relié. Notre société n'est plus habituée à vivre cet aspect qu'on juge extraordinaire, hors du commun, surnaturel, alors que ça fait partie de l'expérience de vie et de l'expérience de la conscience. Ça ferait du bien à 70 à 80% de la population parce qu'ils comprendraient que, en fait, cette mort physique, oui, elle est bien réelle, mais que ça ne s'arrête pas là. Quand on se penche vers la dimension spirituelle et les écrits, n'importe quelle religion et n'importe quelle tradition spirituelle, on note une transversalité. On nous parle d'entité. On nous parle de transcendance, on nous parle d'après-vie, on nous parle quasiment partout de réincarnation, on nous parle quasiment partout de la notion d'immortalité. En fait, la conscience n'a pas de forme. Elle peut prendre toutes les formes qu'elle veut et expérimenter toutes les formes qu'elle veut. Alors un état modifié de conscience ou un état élargi de conscience, c'est un état où finalement on y accède à travers la connaissance et non pas le savoir. Et comme on le dit dans la langue des oiseaux, comme le dit si bien Patrick Buran-Steinhaus, le savoir, c'est voir ça, donc c'est quelque chose d'extérieur, alors que la connaissance, c'est être avec soi. Et donc finalement, cet état modifié de conscience ou cet état d'amplifié de conscience, c'est pas à l'extérieur qui se passe, c'est à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, où finalement je fais tomber progressivement les filtres qui m'empêchent d'avoir accès à la totalité de mes corps, qui vont bien au-delà de mon corps physique. Et donc l'état modifié de conscience ou l'état amplifié de conscience, amplifié de conscience, c'est l'état qui nous permet d'être plus présent à soi et d'avoir accès à quelque chose de plus grand. Alors pour moi, l'état élargi de conscience commence déjà par l'état élargi de la conscience de soi. C'est-à-dire que la dimension qui va nous permettre d'accéder à ces mondes invisibles va passer par la connexion à qui nous sommes, c'est-à-dire un rassemblement de notre force intérieure, une conviction que nous sommes accompagnés et qui va nous permettre déjà de nous sentir reliés. Donc ça, c'est très important parce que si on ne se sent pas relié, on ne peut pas aspirer à la reliance. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'état, c'est de se retrouver dans une sérénité profonde. Sérénité profonde, où c'est un espace où, j'ai dit, c'est toujours l'espace divin. C'est un espace où il n'y a pas de mental, où il n'y a pas de pensée. Il y a juste la connexion que c'est le corps qui va devenir le receveur de cette énergie qui finalement est là pour nous tous, puisque à l'intérieur de nos 100 000 milliards de cellules et de nos ondes cérébrales, eh bien, nous avons tous ces facultés. Donc l'idée, c'est de travailler à cet état le plus possible pour pouvoir recevoir la meilleure énergie, pour pouvoir nous mettre dans les meilleures commodités, pour nous dire, voilà, je me sens relié et je me connecte à ma propre source. Cette propre source, évidemment, elle est le relais aux mondes invisibles. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire le point sur notre foi. C'est-à-dire, est-ce que véritablement on sent et on pense qu'il y a autre chose au-delà du réel ? Donc ça veut dire aussi faire un certain lâcher-prise sur le fait que, de tout maîtriser, que nous décidons tout, que nous savons tous. Donc c'est presque retrouver un état d'innocence, de se sentir enfant, de se sentir touché dans le cœur, d'avoir envie d'être joyeux. Et on va dire que toute cette discipline, qui est à la fois une discipline psychique, mais aussi une discipline sensorielle, nous invite à un état. Donc ça, pour moi, c'est le premier état.
c'est très difficile à qualifier parce qu'il y a tellement, à mon avis, il y a tellement de phénomènes multiples qu'on met derrière cette appellation-là que trouver une définition qui serait simple en 1 minute chrono est impossible. Je pense que c'est simplement non pas un état modifié de conscience, mais un état normal. Ensuite, le deuxième état, c'est j'appelle mon âme. C'est-à-dire que je vais rentrer en communication avec qui je suis. C'est-à-dire que j'ai pris conscience aussi qu'il y a à l'intérieur de moi ce moi d'usage qui est là pour œuvrer sur Terre, et puis que derrière ce moi d'usage, il y a quelqu'un de plus grand, de plus ample, qui finalement résonne à l'intérieur de soi. Donc c'est déjà de ne pas se sentir seul, et de se sentir évidemment accompagné par cet espace du soi, et qui finalement va nous aider, va nous entendre dans notre demande. Donc cette demande, c'est quoi ? Je me relie à mon âme. Voilà, je me relie à mon âme. Ça veut dire que j'envoie un signal à mon âme. Je lui envoie un signal de dire que je suis là et que je lui demande de l'aide, je lui demande de m'accompagner, je lui demande d'aller chercher toute l'amplitude de qui je suis, au sens de mes vertus, de mes forces, de mes capacités, de ma créativité. Je vais donc aller chercher à piocher ces sources. Et pour ça, il faut évidemment appeler cette source. Donc moi, j'ai des mantras, des appels qui sont assez simples. Je demande à ma source de rentrer en relation avec moi-même. Pour que cette dynamique, cette gymnastique spirituelle devienne un rituel et que pour le coup, nous nous sentions davantage expansés. Donc ça, c'est la deuxième étape. Il y a des tentatives plus ou moins réussies d'expliquer la conscience par le quantique. Je pense que celle qui est la plus connue aujourd'hui, c'est celle de Roger Penrose, avec ses microtubules. Voilà, donc les recherches, disons, on va dire que c'est dans l'air du temps, ça fait appel à l'intrication, l'existence de l'intrication. Et l'intrication est extrêmement fragile et on se dit que dans un milieu comme le cerveau qui est chaud, où il se passe plein de choses, les liens d'intrication ne vont pas résister longtemps. Et la troisième étape, c'est évidemment, généralement, de se mettre dans un endroit calme, de faire les yeux et de demander à plus haut. Donc je demande à mon âme de rentrer en connexion avec les espaces de la connaissance, les espaces au-delà, l'immatérialité de qui je suis, la puissance de l'univers, du cosmos. Alors au début, c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu, on se prend un peu pour un idiot de faire ça, mais à force de le faire, on intègre une relation. C'est-à-dire qu'on a passé ces 3 étapes. Je crois que si on y va direct, ça ne marche pas. Parce que finalement, si on se met simplement comme on est et puis qu'on dit allez, je demande au monde invisible de m'ouvrir, mais qu'on n'a pas palier par palier rentré en relation avec cette guidance, ça va être compliqué de le faire. Et ça va être compliqué aussi d'accueillir ce qui vient. Parce que se mettre en relation avec la guidance, c'est pas simplement dire je vais parler à des anges, c'est être capable d'entendre aussi. Parce que la guidance, elle a une version évidemment de lumière, mais elle a aussi une version d'éclairage. Ça veut dire que la guidance, elle va nous éclairer aussi sur les espaces qui sont à corriger. Quand il y a de la lumière, ça veut dire qu'on va éclairer les poussières qui s'y trouvent. Donc on va éclairer les éléments négatifs de qui nous sommes, en tout cas les éléments à corriger. Les espaces ou les angles noirs sur lesquels il va falloir travailler. Donc la guidance, c'est aussi ça, c'est accueillir et ouvrir à un monde puissant, évidemment, de connexion, mais aussi un monde éclairant, qui va nous permettre d'expérimenter, de comprendre et évidemment de transformer. Donc ça veut dire qu'il faut être capable aussi d'accueillir ça, qu'elle va nous éclairer à des espaces de transformation. Alors on pourrait dire, oui, c'est super, on va se transformer. Non mais attends, avant de se transformer, il faut voir les espaces sombres, ce qui ne va pas, ce qui est à corriger, etc. Là où ça bug, comment on pourrait dire. Et donc, les bugs sont évidemment des espaces de lumière, ça c'est très philosophique, mais il faut les accueillir dans le corps et puis les accueillir dans nos vies. Ça veut dire qu'il va y avoir une capacité pour nous, dans ces reliances, de dire, voilà, là où j'en suis là, il va falloir que je mette de la lumière, que je mette de l'amour, que je mette... peut-être de l'altruisme, de la bonté, de la sagesse. Ça fait partie aussi de la guidance. Donc pour moi, les états de conscience modifiés, ce réveil vers l'au-delà va passer par ces étapes de manière chronologique, avec toujours de l'acceptation. Donc,
Pour moi, c'est avant tout, bien sûr, je travaille avec les états de conscience modifiés induits par des substances. Je travaille avec la kétamine, la MDMA, la psilocybine, la LSD. Mais bien sûr, je sais aussi que beaucoup de personnes ont fait des expériences, par exemple avec la méditation ou avec des techniques de respiration comme la respiration holotropique, qu'on l'appelle, hein. Et qu'il y a des états de conscience modifiés aussi, par exemple dans la sexualité ou dans le sport. À chaque fois qu'on sort un peu de ce mécanisme de cognitif, hein, excessif, hein, qui est très développé dans notre culture, on va avec d'autres espaces de conscience. Et je trouve ça important de comparer un peu les contenus de ces différents espaces et d'essayer de trouver quel est le message au fond qui nous intéresse. Je pense que c'est important de s'intéresser à ces états-là parce que ça peut nous apporter des réponses et une compréhension plus juste et plus approfondie des problèmes de notre temps. Pour moi, c'est notamment dans le domaine des traumatismes de l'individu, mais aussi du collectif, où j'ai l'impression de ce que je peux constater en accompagnant des personnes, des patients, qu'il y a beaucoup de choses qui émergent, qui doivent être en quelque sorte reconnues et validées, hein, de reconnaître l'importance du trauma dans la société et l'importance aussi d'essayer de dépasser cette charge traumatique à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle du collectif. Pour la société, ça permet justement d'aller un petit peu au-delà de la représentation d'un être humain standard, plutôt conditionné, que nous sommes tous, hein, on est tous conditionnés, et de pouvoir comprendre que nous ne sommes pas que des êtres soit mauvais, soit bons, soit on est des êtres infinis en fait, et de pouvoir peut-être commencer à pas à expérimenter, mais à exprimer, à investir cette possibilité d'être plus large. La conscience, c'est l'être, en fait, hein, l'être-té, on pourrait dire. Et donc, pour la société, c'est peut-être de penser aussi une société plus large, plus consciente, plus... c'est difficile parce que plus consciente, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus responsable, peut-être aussi. Que chacun de nous puisse prendre la responsabilité de ce qu'il exprime, de ce qu'il est, et de ne pas toujours chercher des coupables ailleurs que dans sa propre réalisation de soi. Alors, il n'y a pas de coupable, mais il y a une responsabilité à prendre dans ce qu'on va exprimer, dans qui on est en fait. Donc, il y a une société d'individus peut-être qui vont pouvoir imprimer quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas tout le monde dans une expérience d'ouverture de conscience, mais peut-être un certain nombre va être atteint et qu'à ce moment-là, ça va avoir un impact réel sur la société. Pour moi, c'est très important d'étudier ce type de cas ou ces états modifiés de conscience parce que ça fait partie, à mon avis, de l'expérience de vie, de l'expérience humaine, de l'expérience de l'incarnation, et surtout que notre société n'est plus habituée à vivre cet aspect qu'on juge extraordinaire, hors du commun, surnaturel, alors que ça fait partie de l'expérience de vie et de l'expérience de la conscience. Je pense que étudier ça de manière scientifique, parce que notre société ne comprend que ça, côté scientifique, ça permettra à des personnes soit de pouvoir parler de ce qu'elles vivent, et donc forcément de pouvoir développer leurs possibilités, leurs capacités, et surtout, en fait, de ne plus enfermer dans un espèce d'occultisme ou de mysticisme ces phénomènes-là. Et donc, aussi, de dégourutiser tout ce domaine-là. L'approche, en tout cas, que je propose me permet d'une part de
comprendre véritablement les phénomènes bizarres de la physique quantique que jusqu'à présent on n'arrive pas à comprendre. On arrive à les décrire, à les étudier scientifiquement, mais on ne les explique pas. Donc d'une part, ça me permet de comprendre, d'accéder à une compréhension intuitivement satisfaisante, et d'autre part, cette physique quantique, selon moi, encore une fois, nous dit qu'il y a une dimension supplémentaire. Et cette dimension supplémentaire, c'est la dimension psychique et c'est la dimension de la conscience. Donc, à mon avis, la raison pour laquelle on n'arrive toujours pas à résoudre le problème de la conscience en matière de science, c'est justement parce qu'on a oublié cette dimension supplémentaire. Et si je propose qu'on la... Et depuis l'avènement de la physique quantique, je suis persuadé qu'on a tous les outils pour la faire entrer dans le jeu de la science. C'est difficile pour moi de nommer des grandes phases, hein, mais c'est plutôt peut-être une immense gradation, une nuance, une vague qui va parfois dans un sens, parfois dans un autre. J'aime bien cette notion que Jung appelait l'énantiodromie, c'est la tendance de tout système à aller vers son extrême inverse, comme un pendule qu'on lâche. Et donc, il fut un temps dans l'histoire de l'humanité, eh bien, on était très très proches, voire même complètement confondus, avec des états élargis de conscience. C'est-à-dire que peut-être on faisait des allers-retours entre deux modes de conscience dont on n'imaginait même pas la polarité. Peut-être que l'état de conscience au début de l'humanité était très élargi et qu'aujourd'hui on a du mal à s'imaginer qu'il fut un temps on avait accès à d'autres informations sur le vivant et sur notre environnement. Et puis je pense qu'au fur et à mesure de l'accroissement de la taille des groupes sociaux, il y a eu une nécessité absolue de se distancier de quelque chose qui ne favorisait pas, par exemple, la survie du groupe à grande échelle, voire à très grande échelle. Et donc, il a fallu se morceler. On le voit, par exemple, dans la fonction, dans certaines fonctions au sein d'un groupe social. Au départ, c'était le chaman, qui avait une fonction de psychologue, de conseiller matrimonial, de conseiller de guerre, de médecin, plein d'autres fonctions qu'aujourd'hui, on va nommer et on va hyper spécialiser sous plein de fonctions différentes. Eh bien, l'accroissement d'un groupe social va nécessiter justement la distanciation avec peut-être cet état très diffus. Et donc, c'est comme si, à travers l'humanité, on s'individualise de plus en plus et la notion de collectif, la notion de transcendant, la notion d'interdépendance avec notre environnement biologique, naturel finalement, était en train de se fragmenter et de se morceler. Et donc, c'est plus pour moi un processus que des étapes de prise de conscience. Et je crois que là, on arrive à la fin d'un cycle où on se rend compte de la limite délétère et dangereuse et fatale, je crois qu'on avance vers un mur. Hein. La question n'est plus de savoir est-ce qu'on va toucher le mur ou pas. La question, c'est de savoir avec quel angle on va le toucher. Est-ce qu'on va le toucher à 90 degrés ou 91 degrés? Est-ce qu'on va le toucher à 10 000 ou 10 001 km/h? C'est ça la vraie question. Et du coup, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se rend compte de cette fatalité et que ce qui est en train de se passer, c'est un sursaut archaïque. Comme un organisme, en fait, qui est en train de mourir, eh bien, il arrive quelque chose dans certains états de conscience justement modifiés qu'on appelle des sursauts archaïques. C'est-à-dire quelque chose se passe au sein de l'espèce qui est en train de mourir, au sein de l'individu qui est en train de mourir, et qui fait un dernier appel d'air à la vie. Et je crois peut-être qu'aujourd'hui, l'appel d'air dont on est en train d'être le témoin, c'est une propension, un attrait, un appel profond pour les états transcendants, les états modifiés de conscience, l'émergence de sentiments spirituels ou d'expériences mystiques au sein de la société, qui sont en fait peut-être des tentatives désespérées de renouer avec quelque chose de plus profond et de plus large. Et je crois que renouer avec ça peut être vraiment la solution. Ce que ces substances amènent, j'appelle ça, dans ma compréhension, ce qu'on appelle une recontextualisation. On remet la personne dans le contexte du moment, avec toute la lumière et toute l'ombre que ça peut signifier. Et on sait
que les substances psychédéliques, par exemple, ça modifie la transmission de l'information entre la partie basse du cerveau et la partie haute, le cortex. Il y a une structure qu'on appelle le thalamus et qu'on sait que le filtrage du thalamus est diminué. Donc, il y a beaucoup plus d'informations qui émergent à la conscience, au cortex. Et cette information peut à la fois être libérateur et bénéfique, comme quand on réalise que le trauma est terminé, on est en sécurité, ça c'est agréable. Mais cette information qui peut émerger du corps, notamment, peut aussi nous dire, tiens, il y a une douleur dans ton corps dont tu n'as pas conscience normalement, et peut-être, voilà, il s'est passé quelque chose de très grave tôt dans ta vie, et maintenant ça émerge. Et donc c'est cette émergence d'informations qui n'est normalement pas accessible est facilitée par les psychédéliques, et ce que moi j'appelle ça une contextualisation, parce que c'est toujours là dans le corps en quelque sorte, et c'est un double tranchant parce que peut être très agréable et bénéfique, mais ça peut aussi être très bouleversante. Biologiquement, à travers les études qu'on a pu faire avec un électroencéphalogramme et avec un IRM, c'est des études qui sont préliminaires parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, on s'est rendu compte que physiologiquement, certaines zones du cerveau étaient inactives, comme par exemple le cortex visuel et le cortex auditif, totalement inactifs pendant l'expérience, et après il y a une suractivité à un moment donné. Au niveau du reste du corps, au niveau cardiaque, il y a un ralentissement du rythme cardiaque, un ralentissement du rythme respiratoire. Au niveau des muscles, une détente, quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Et surtout, à chaque fois que je reviens d'une sortie hors du corps, j'ai l'impression d'avoir fait une sieste de 40 minutes. Donc c'est assez agréable. Alors, il se passe que je vais, dans un premier temps, même dans un deuxième temps et un troisième temps, ressentir ce que veut bien me donner ce défunt. C'est-à-dire, souvent, il commence par son départ. Si ça a été un accident brutal, s'il y a eu un choc au niveau de la tête, je vais le sentir sur moi, ou au niveau du dos, au niveau etc. Bon, peu importe l'endroit du corps qui a été touché, il me le signifie. Si c'est une longue maladie, je peux avoir des nausées. Je peux avoir quelqu'un qui a fait une chimiothérapie, quelqu'un qui avait des douleurs dans le dos, qui avait une douleur au niveau de la mâchoire. Enfin bon, il va vraiment s'identifier. Oui, je peux avoir effectivement, mais sur moi, c'est ce qui permet à la personne qui est en face de moi de comprendre que c'est bien cette personne qui est là. Déjà, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental avec quoi nous avons aussi perdu le lien dans notre quête de résultats, dans notre quête d'immédiateté, d'efficacité, portée par une tendance consumériste et capitaliste, c'est la lenteur. La lenteur, c'est-à-dire sortir de cette notion de tout de suite. Dans les gens qui s'improvisent facilitateurs d'état élargi de conscience, il y a souvent cette notion de quasi-performance, de sensationnalité. Il faut que ce soit vite, il faut que ce soit brutal, il faut que ce soit impactant. Et en fait, ça nous raconte, je crois, que cette tendance au tout de suite, sans passer par le chemin, puisque l'éveil est plus un chemin qu'une destination, c'est un peu comme le bonheur, c'est plus un chemin sur lequel on marche, une voie qu'une destination. Eh bien, dans cette tendance, je crois qu'il y a aussi la fuite de la frustration que l'expérimentateur pourrait vivre à travers une expérience qui ne soit finalement pas à la hauteur de tous les espoirs qu'on met dans ces expériences psychédéliques, antéogènes ou transcendantes. Et donc, on a cette dérive qui consiste à aller très vite. Et donc, donc tout ça pour tenter de répondre finalement à comment naviguer en toute confiance. C'est-à-dire, je crois que faire ses recherches de son côté, à la fois à travers le prisme scientifique, c'est-à-dire en lisant ce qui se fait d'une manière très matérialiste, très factuelle, très réductionniste, et à la fois en lisant l'autre polarité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait, non pas comme écrit depuis une vingtaine d'années, mais qu'est-ce qu'on nous raconte depuis 4000 ans finalement. C'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on se penche vers la dimension spirituelle et les écrits, n'importe quelle religion et n'importe quelle tradition spirituelle
on note une transversalité, une transculturalité, c'est-à-dire que dès qu'il y a une tradition spirituelle, on nous parle d'entité, on nous parle de transcendance, on nous parle d'après-vie, on nous parle quasiment partout de réincarnation, on nous parle quasiment partout de la notion d'immortalité. L'immortalité, c'est pas le fait que mon corps ne va jamais mourir. L'immortalité, c'est la découverte que quand mon corps meurt, quelque chose survit et quelque chose reste le témoin de la nature, de la réalité et de la conscience, de certaines formes de réalité. Eh bien, je crois que je tente ici que ça peut répondre à la question comment naviguer en toute conscience, c'est-à-dire se familiariser avec des concepts à la fois scientifiques et matérialistes, et à la fois post-matérialistes et spirituels, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anciens, qui n'ont pas attendu la science pour deviser sur la nature de la réalité, qui sont pour moi d'ailleurs beaucoup plus cohérents que des tentatives de mesures réductionnistes. Et je crois que marcher sur ces deux jambes-là, en prudence, en lenteur, permettrait d'avancer avec beaucoup plus de confiance et de sécurité. Je pense que pour vivre au mieux ces phénomènes-là, et les phénomènes d'expansion de conscience ou d'état modifié de conscience, il faut se connaître soi-même. Parce que je me suis rendu compte que le principal moteur et la principale chose qui colore les états modifiés de conscience ou les états élargis de conscience, c'est l'émotion. Si on n'est pas en accord avec soi-même, si on ne se connaît pas bien soi-même, je pense qu'il y a une possibilité de vivre de façon difficile, voire négative, ces phénomènes-là. Je pense qu'avant d'entreprendre toute démarche pour stimuler ces états élargis de conscience ou ces états modifiés de conscience, il faut d'abord faire une introspection pour pouvoir connaître ses propres zones d'ombre, pour éviter, dans cet état élargi de conscience ou cet état modifié de conscience, de plonger droit dedans et de se retrouver dans des choses pas forcément faciles à gérer. À partir du moment où je commence à m'exprimer, où je ressens des choses, et que la personne en face de moi me répond, parce qu'elle me répond oui ou non quand même, bon, et qu'elle me répond ah oui, oui, et que je sens qu'on est dans la bonne vibration, et que c'est bien ça, c'est obligatoirement le climat de confiance s'installe, et ça, voilà, je me dis ok, c'est bon, c'est bien lui. Alors la notion d'imaginaire, terrestrement évidemment, on pourrait dire « j'imagine que ». Alors moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait moi je n'imagine rien, c'est l'imaginaire qui est plus fort que moi et qui vient à ma conscience. C'est-à-dire que quelque chose m'est montré auquel je n'avais pas pensé. Parce que l'imaginaire va partir d'un point que nous allons fixer, par exemple, je sais pas, imaginons on regarde une fleur, à partir du moment où on va regarder cette fleur, on va évidemment raconter une poésie, une histoire, un conte, etc. Donc là on est dans nos ressources profondes de l'imaginaire qui évidemment coexiste avec notre expérience, notre culture, notre savoir, et puis notre capacité à rêver aussi. Donc avec cette puissance on va dire, de sensibilité que nous avons. Ça, c'est pour moi, c'est l'étape de la créativité, et puis cette étape de l'imaginaire. Mais là où l'imaginaire, pour moi, n'a plus sa place, c'est lorsque l'imaginaire ou le réel imaginaire s'impose à soi. C'est-à-dire que l'image de la guidance interagit à un moment qui n'est pas un moment prévu. En fait, la guidance est toujours imprévue. Elle va nous apporter une information, donc un univers, une représentation, un paysage, un personnage, une information, un scénario. Et ce scénario, il va s'imposer à soi. C'est-à-dire que la place de l'imaginaire au sens spirituel, c'est l'imprévu. C'est-à-dire que ça va venir nous déranger à un moment inattendu. Un petit peu comme lorsque nous-mêmes, comme nous sommes affairés à une activité, et que tout d'un coup nous avons un éclairage. Il y a quelque chose qui vient. En fait, cette chose qui vient, qui nous dépasse, provient évidemment de notre moi supérieur, parfois des mondes subtils, pour nous éclairer. Donc en fait, il y a l'imaginaire qui est constructif, c'est-à-dire que nous mettons en place suite à un point fixe que nous mettons en place, et puis il y a l'imaginaire, en tout cas un réel qui nous dépasse, qui intervient. La vraie question est où se situe la vérité? L'imaginaire, c'est notre outil de création.
Et effectivement, il va puiser sa source dans l'inspiration de plus grand que ce que je disais tout à l'heure être le mental, donc cet état dans lequel on tourne un peu en rond. Et l'imaginaire, il vient puiser dans des possibilités de nouvelles informations, de nouvelles images, de nouvelles possibilités, comme si la conscience était possibilité infinie. Et on pourrait dire tout est possible en réalité. Et notre imaginaire, il va puiser dans des possibles et il va les mettre en forme. Et il va inventer des choses, des formes, des nouveautés, des nouvelles situations, nouvelles expériences. Alors oui, notre propre imaginaire peut influencer grandement notre expérience, parce que si je vais dans une expérience en étant anxieux, en ayant peur, en demandant à la plante de ne pas être trop dure avec moi, donc en la plaçant à un niveau supérieur ou trop haut, bah, la plante va nous montrer, va nous connecter à nos peurs, va nous connecter à ce dont on a peur, pour nous montrer que cette peur, elle est juste dérisoire et inexistante. Donc en fonction de mon mindset, en fonction de ma préparation, on appelle ça le set et le setting, je vais avoir des expériences qui peuvent être totalement différentes d'une expérience à l'autre, en fonction de ce que je consomme comme nourriture avant, en fonction de mes habitudes, l'expérience va être différente. Donc ça va au-delà des pensées du mental, ça va aussi sur mon état intérieur et mon état physique. Ah ben, il n'y a pas d'imaginaire. Il y a une réalité, la réalité de ce défunt, à travers sa vie, ce qu'il aimait, comment il aimait l'autre, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait. Et comme il remonte avec son petit panier, c'est le moment ou jamais pour exprimer, faire aussi son mea culpa. Mais l'imaginaire, non, il n'y a pas d'imaginaire. C'est un moment, c'est vraiment un moment authentique où ce défunt peut vraiment essayer de rattraper parfois certaines choses en disant, ben, tu sais, oui, je t'ai pas assez montré que je t'aimais. Ben, tu sais, mais ouais, moi, quand j'étais petit, voilà, moi, j'étais pas, on m'aimait pas. Donc, je sais pas, j'ai pas su reproduire le schéma. Je suis vraiment désolée parce que je sais que ça t'a manqué. Mais l'imaginaire, non, il n'y a pas. Eh bien, comment est-ce qu'elles affectent notre perception de la réalité? Je pense qu'elles le font déjà en profondeur, puisqu'il s'agit en fait de percevoir quelque chose de plus grand, de transcender les filtres cognitifs habituels, les filtres cognitifs consensuels, et d'avoir accès à des choses qui ne sont pas identifiables ou pas perceptibles au quotidien. Et comment ça influence notre perception de la réalité? Eh bien, c'est ce mot que j'aime beaucoup, qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire avoir accès à quelque chose de plus large. Et il semblerait que ça ait des fonctions assez intéressantes dans le développement personnel. Il y a certaines institutions qui arrivent à mettre le mot sur, à mettre l'accent sur le fait qu'il existe une santé spirituelle, puisqu'aujourd'hui, dans la définition habituelle de la santé, bien, la santé physique, sociale et mentale, mais il y a aussi maintenant, on planche dessus depuis une 50aine d'années, mais la santé spirituelle. Et comment est-ce qu'on définit la santé spirituelle? Eh bien, c'est la corrélation entre le bien-être et le sentiment qu'il existe quelque chose de plus grand que moi ou de plus grand que nous en tant qu'espèce. Et donc, ça nous relierait à quelque chose de plus grand. Donc, on pourrait parler de conscience écologique, on pourrait aussi parler de l'hypothèse Gaïa. Et donc, les états élargis de conscience sont des états qui nous mettent directement en rapport expérientiel et non pas conceptuel comme on est en train de le faire, mais expérientiel avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et donc, je pense que ça nous repositionne en tant qu'humains, ça nous fait gagner en humilité, ça nous fait gagner en conscience écologique, et on voit bien que c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire la conscience de notre environnement, qui est là pour nous aider à traverser ce qu'on est en train de traverser. Et cette distance avec l'environnement qui nous porte ou qui porte la vie, et duquel nous dépendons de manière très 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 étroite, est délétère. Et pour tenter de répondre à cette question, je crois que les états élargis de conscience nous permettent justement de nous rapprocher de ce dont on se distancie depuis des milliers d'années. Encore une fois, c'est une expérience qui est individuelle, donc c'est une relation unique et personnalisée qui est faite avec la plante. Chaque plante maîtresse a une propriété adaptogène, donc elle va s'adapter à ce que la personne est capable de dépasser, de transformer. En fonction de la personne qui consomme ces plantes, qui a une expérience, l'expérience peut être totalement différente.
Donc voilà, c'est assez dur de répondre comme ça, mais pour moi, l'objectif de l'être humain, et c'est ma vision personnelle, c'est d'être meilleur que hier et un peu moins bon que demain. Et donc du coup, ces plantes, elles nous aident à être meilleurs, elles nous aident à libérer finalement ce qu'on appelle en alchimie le soufre qui fait que notre âme est lourde. Donc c'est la voie du milieu en alchimie. Et si on se libère de ce soufre, on se libère de ce poids qui nous permet de passer plus facilement dans d'autres dimensions. Donc c'est ça le travail que nous amène à faire ces plantes, c'est de nous libérer de cette lourdeur qui est finalement individuelle et personnelle en chacun. Si on rajoute le jaune d'œuf à l'intérieur des particules comme je le propose, ce jaune d'œuf est invisible. Donc on a un double invisible de la matière et du monde matériel, et je ne parle pas ni de la matière noire ni de l'énergie noire qui est encore autre chose. Je parle au sein de chaque particule, il y aurait une dimension invisible, et cette dimension invisible est reliée, ce qui veut dire que ce double invisible de l'univers visible est dans la reliance. Et cette reliance peut expliquer bien des phénomènes du genre télépathie, du genre synchronicité et tant d'autres encore. Les changements personnels, c'est les prises de conscience de certains comportements toxiques. C'est la prise de conscience du fait qu'on est tous reliés l'un à l'autre, qu'on fait partie d'une conscience élargie. Et donc, c'est prendre conscience, peut-être la chose la plus importante pour moi, de l'impact qu'on peut avoir sur l'extérieur. Et donc, de prendre soin des relations, de toutes les relations qu'on a et de l'interaction qu'on a avec les gens. C'est de comprendre que notre conscience n'a pas de forme. En fait, la conscience n'a pas de forme. Et qu'elle peut prendre toutes les formes qu'elle veut et expérimenter toutes les formes qu'elle veut. Et moi, dans des expériences de conscience élargie, et notamment à travers des psychédéliques, mais d'autres façons aussi, mais notamment les psychédéliques, j'ai pu prendre d'autres formes que la forme humaine, la forme d'un animal, la forme d'un être qui n'était pas humain. Alors, j'aurais du mal à décrire ce que c'était exactement, mais c'était au-delà d'un être humain ou d'un être, on pourrait dire, extraterrestre, je vais mettre le mot, hein, mais, et c'était moi. Et j'ai pu prendre la forme comme le décrivent les chamans, d'un hibou, d'un aigle. Voilà, et aussi la forme d'un tout petit caillou qui est au bord de la route. En fait, la conscience, elle n'est pas une forme, elle est toute possibilité. Voilà. Et c'est vrai qu'en état de conscience élargie, on a cette possibilité de pouvoir jouer avec sa conscience, en fait. Et je crois que le propre de l'humain, c'est vraiment cette liberté qu'il ressent profondément et ce droit qu'on devrait tous exiger de pouvoir explorer notre conscience comme on en a envie. Alors, l'importance du thérapeute et du médecin, c'est d'être à côté de la personne qui vit ces expériences et non pas forcément devant. Donc en fait, le thérapeute, dans ce genre de pratique et de médecine, c'est finalement un intercesseur entre les plantes et le patient qui va finalement traduire ce que la plante a à dire, parce qu'il a cette compréhension, il a cette connaissance. C'est pour ça que les communautés ancestrales, elles consomment des plantes chaque semaine pour amplifier ce lien de conscience et de connexion avec la plante afin de comprendre son langage et de pouvoir le transmettre à la personne qui est présente. Un bon thérapeute, un bon chaman, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire, c'est quelqu'un qui va juste vous aider à prendre conscience de certains éléments pour que vous puissiez mettre en place des actions en fonction de votre environnement et de votre culture. Ma responsabilité avant tout, c'est de faire ça d'une manière à ce que la personne qui fait cette expérience, elle est le maître à bord. C'est elle qui découvre, c'est elle qui progresse, c'est elle qui marche. Et moi, je suis vraiment dans une posture un peu d'accompagnant. C'est très important que je veille à ne pas m'imposer avec ma vision des choses, mais je donne
un cadre, je donne un espace dans lequel les gens peuvent explorer, je les encourage de le faire. Mais c'est très important que, en quelque sorte, la dernière autorité épistémologique dans tout cela reste la personne elle-même. Donc les limites, c'est les limites de la personne que j'ai en face de moi. Il y a des personnes avec lesquelles je me permets d'aller très loin parce que ce sont des personnes dont je sens qu'elles s'écoutent, qu'elles sont intéressées, qu'elles ont envie d'entendre certaines choses. Et donc là, je vais me permettre d'aller loin dans ma façon d'interagir avec elles. Et puis, il y a des personnes dont on sent bien qu'elles ne sont pas du tout prêtes à entendre, qu'elles sont plus que ce qu'elles croient être. Et d'ailleurs, dans mon rôle de psychologue clinicienne, j'allais dire classique, je ne commence jamais à parler de psychologie transpersonnelle, etc. Si ça s'invite dans les séances, là, je me permets effectivement d'aller loin avec les personnes si elles sont prêtes à ça. C'est une lourde responsabilité parce qu'en fait, les gens qui viennent nous voir nous attendent avec une grande impatience, attendent ce contact avec une grande impatience, une forme de fébrilité. Et donc, on se doit d'être à leur rencontre le plus respectueux possible et d'accepter que l'on ne puisse pas faire ce contact. C'est pour ça que je prends toujours le temps de leur dire que ce travail est faisable à 80% et que l'on peut avoir un échec. Qu'on espère bien sûr que tout va bien se passer. Pourquoi ? Parce que si on commence à parce qu'ils ont besoin de ce contact, à leur raconter, à leur donner de la pâtée pour chat, comme je dis si bien. Oui, il va bien, il vous aime, il vous protège. Ça, comme je le dis, n'importe quel imbécile moyen est capable de le dire. Okay ? Donc, il faut toujours être très précis et offrir, donner, parce que le défunt veut bien, accepte de se livrer à nous, ce qui peut aider à la personne qui est en face de nous. Dans les états élargis de conscience, on peut rencontrer des tas de niveaux différents d'expérience. Et on peut d'ailleurs, à un moment, on pourrait dire qu'il y a différentes sphères qui s'élargissent comme ça. Et dans les premières sphères, dans les premières étapes de l'élargissement de la conscience, il y a la rencontre avec son propre inconscient, avec ses propres difficultés peut-être aussi, ses traumas. Donc ça, c'est bon à savoir. Il faut savoir que quand on va rentrer en état élargi de conscience, on va rencontrer des choses qui ne seront pas toujours faciles à confronter. C'est pas pour rien qu'on parlait du mental, on parle du mental qui est comme un gardien qui va empêcher en fait de confronter des choses trop difficiles. Donc on peut, ça c'est une responsabilité effectivement de savoir qu'on va pouvoir explorer la profondeur de soi. D'ailleurs, c'est cette idée de s'élargir, mais c'est aussi s'élargir à l'intérieur en fait. On a toujours l'impression que ça va être à l'extérieur, mais en fait on rentre à l'intérieur, on s'approfondit dans ces états élargis de conscience. Les étapes pour un voyage, une sortie hors du corps, c'est généralement une sensation physique comme si quelque chose se déplaçait en dehors de mon corps, un peu vers l'avant. Il y a un effet de balancement, un effet tourbillon, un flash, et je me retrouve, ou plus exactement, ma conscience se retrouve dans le lieu que je veux explorer. Une fois que ma conscience se trouve dans le lieu, j'ai accès à l'ensemble des informations que compose le lieu. Puis, quelque chose, pas la volonté, mais quelque chose d'autre me fait revenir à l'intérieur de mon corps. Et là, mon cerveau, mon mental, analyse les informations qu'il a collectées, que la conscience a collectées là-bas, et refait quelque chose qu'il arrive à comprendre, de manière sensorielle, en créant des images, et en créant du son, et puis des couleurs, et des choses comme ça. Quelque chose de très sensoriel. Alors, si je me fais la voix des communautés indigènes, la réponse est non. De par mon expérience, je ne pourrais pas répondre à cette question.
Mais pour les communautés indigènes, tout problème a une solution. Et finalement, si on est capable d'aller à la source et à l'origine du problème, ce que proposent ces plantes, et de corriger la source et l'origine, eh ben, on a un impact par ricochet sur la manifestation. Donc quand on regarde en ce moment un peu les approches psychédéliques médicalisées, hein, que je pratique en Suisse, on doit bien sûr être attentif, vigilant avec des personnes qui souffrent par exemple de psychose ou de troubles bipolaires ou d'un problème important de narcissisme. Ça, c'est des conditions pour lesquelles ce genre d'approche, ça peut déstabiliser, voire rendre encore plus difficile la réalité pour ces personnes-là. Donc, il y a certaines contre-indications, comme je viens de le nommer. Mais après, en quelque sorte, je pense que le champ est très large et il y a beaucoup de différents états de conscience modifiés qui sont peut-être aussi utiles pour toutes sortes de personnes selon les problèmes qu'ils ont et selon les recherches qu'ils font pour aller mieux. Ça fait partie des 20% de cas où il est absolument impossible de faire ce contact parce que le défunt refuse le contact. Soit il est très près de cette personne et il laisse personne intervenir entre lui et elle, soit cette personne, cette âme est partie avec un contentieux non réglé et que de là où il ne veut pas s'adresser à cette personne, soit il est encore dans une zone un petit peu compliquée et pas encore apte à s'exprimer et à venir. Alors, il y a une découverte récente, notamment qui a été publiée, je crois, en 2021, une étude sur l'impact de la nicotine au niveau du cerveau, au niveau de la plasticité du cerveau, au niveau neurogénérateur, qui sont des connaissances que ces communautés indigènes ont depuis des milliers d'années. Donc finalement, on est dans une société plus basée sur l'hémisphère gauche, où on a besoin de prouver, de preuves, d'études pour démontrer des choses qui existent et qui perdurent dans le temps. Et donc, comme j'aime à le dire, si ça perdure, c'est que ça fonctionne. Et donc, on est aujourd'hui juste à l'orée de la découverte de plantes maîtresses, de plantes qui fonctionnent et qui ont fonctionné notamment pour la santé mentale, émotionnelle et spirituelle depuis des milliers d'années, versus des habitudes et des médicaments qui ont démontré peut-être leurs limites dans certains champs d'application. Donc, c'est des opportunités qu'on a aujourd'hui d'aider, d'accompagner, de transformer des problématiques qui sont relativement présentes dans notre société. Pour moi, en tant que scientifique, est un apport fondamental dans ces choses-là, c'est la phénoménologie. C'est une discipline scientifique et philosophique qui s'intéresse à examiner un peu les perceptions que nous faisons pour comprendre les choses qui nous intéressent. Et j'estime que les psychédéliques ou les états de conscience modifiés sont des vecteurs de compréhension sur des évidences qui peut-être on ne serait pas capable de les recevoir de la même manière, de cette même clarté. Donc pour moi, la phénoménologie est un outil important au niveau de ma manière de recevoir ces informations qui m'amène à avoir, j'espère, une compréhension plus holistique et plus juste des choses qui m'intéressent, à savoir la souffrance humaine. Toutes les recherches tentent à montrer que le phénomène existe, c'est-à-dire que la personne qui dit pouvoir sortir de son corps ou qui dit pouvoir faire de la vision à distance a effectivement accès à des informations qui, d'un point de vue sensoriel, les yeux, les oreilles, sont inaccessibles. Donc, soit dans la pièce d'à côté, soit dans un autre endroit. Donc ça, c'est le factuel de la recherche, c'est que ce n'est pas un phénomène hallucinatoire. Après, le reste, on va dire que les recherches apportent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. C'est-à-dire que nous, plus on avance dans la recherche, plus on avance dans cette exploration, au plus on a de questions et au moins on a de réponses. Mais on a l'impression
On a vraiment l'impression que l'essentiel, c'est pas d'avoir des réponses, mais c'est d'explorer ces possibles. Ma théorie du jaune d'œuf, c'est que mon image, ma vision de ce qu'est une particule élémentaire, c'est celle de l'œuf poché, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qui est visible, ce qui est palpable, ce qui est tangible, c'est le blanc d'œuf, mais à l'intérieur, il y a une autre dimension qui n'est pas visible, mais qui est là, et c'est ça que j'appelle le jaune d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est une partie déterministe, et le jaune d'œuf, c'est une partie psychique, et à titre de partie psychique, elle a un pouvoir décisionnel rudimentaire, et quand elle exerce ce pouvoir rudimentaire, apparaît un élément d'aléatoire dans le comportement de la particule. C'est ça qui fait l'aléatoire quantique, pour faire très simple. Voilà. Le jaune d'œuf, donc, c'est cette dimension psychique immatérielle qui, selon moi, serait interne à toutes les particules. Eh bien, nous serions dans un monde baigné d'amour, de gratitude et de sororité. En fait, si chacun avait la capacité d'intégrer qu'il était une particule divine et d'une puissance infinie, alors déjà, il n'y aurait pas de différence entre les humains. C'est-à-dire que nous nous aimerions tous, puisque en identifiant notre partie divine, ou en tout cas nos forces, et puis cette capacité à nous éclairer dans les espaces indélicats, sombres ou à améliorer, eh bien nous serions davantage empathiques à l'égard d'autrui. C'est-à-dire que nous considérions qu'autrui est une âme à part entière et que si nous avons notre propre lumière, évidemment, l'autre aurait sa propre lumière. Ça veut dire qu'on aurait un vrai lien qui pourrait s'établir entre chacun d'entre nous et ne pas se sentir différent. On se sent différent parce qu'on s'est échappé de notre unité. Mais si nous étions tous en conscience de cette unité, de cette puissance, pour nous les femmes ou hommes, de notre puissance féminine et de notre puissance masculine, justement répartie entre les hommes et les femmes, alors nous serions davantage équilibrés entre nous. Et nous aurions évidemment un lien d'affiliation, mais un lien où nous nous ressemblerions, finalement, on est tous unité. Si on est tous unité, alors il n'y a pas de différence. On est malheureux de notre différence. On se croit différent, et c'est parce qu'on se croit différent qu'évidemment, eh bien, il y a la loi de cette différence qui nous exclut de notre unité et qui nous empêche de nous aimer. C'est une planète où finalement, si chacun d'entre nous a conscience de ses actes et de l'impact que ça a sur son environnement, forcément, c'est une planète qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus respectée, et donc qui aura un futur qui sera totalement différent, tant au niveau individuel, parce que si moi je me suis libéré de ma lourdeur, de tous mes traumatismes, du passé que je n'ai pas pu traiter, je n'ai pas pu résoudre, parce que quand j'étais enfant, j'étais peut-être pas en sécurité, c'était peut-être dangereux, donc c'était mon mécanisme de défense, et tant au niveau individuel, parce que si moi je vais mieux, en fait je contribue à cet esprit de la planète, l'esprit de la Terre, l'esprit élargi, qui finalement devient plus léger. Donc j'ai un impact bidirectionnel sur moi et sur la nature. Je pense qu'on serait dans un monde où il n'y aurait plus d'élitisme, il n'y aurait plus d'inégalité, il n'y aurait plus rien parce que tout le monde serait capable d'être qui il est sans forcément aller chercher ailleurs quelque chose en fait qu'il a déjà, in fine. Mais ça, c'est utopiste parce que, à mon avis, pour le moment, le monde est tel qu'on le connaît, notre civilisation est guidée par le mental, et ce mental est pas suffisamment ouvert à la possibilité qu'il n'ait rien. Déjà, je pense que ça ferait du bien à au moins 70 à 80% de la population, parce qu'ils comprendraient que, en fait, cette mort physique, oui, elle est bien réelle. Elle peut être aussi douloureuse, c'est l'absence. L'absence, c'est terrible, c'est peut-être terrible, mais que ça ne s'arrête pas là. Que celui qui est parti, un jour, on va le retrouver. Pourquoi? Parce que à travers les signes qu'il nous envoie, moi j'ai travaillé, j'ai beaucoup fait d'accompagnement en soins palliatifs. Quand vous voyez en fait ces gens qui voient leurs défunts
au bout du lit, et qu'ils disent tout à coup d'un air complètement ravi, heureux, épanoui, « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Robert? Qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? Qu'est-ce que tu... » Vous dites quand même, bon, c'est pas la morphine, ok, bah, c'est qu'ils voient, ils voient. Et c'est souvent, lorsqu'ils voient ces défunts, c'est souvent très peu de temps avant leur départ. Et si tout le monde pouvait être conscient de cela, je répète, je ne sais pas si tu regardes le film de Valérie Seguin, qui sont des très beaux films qui sont faits. Le premier, c'est « Et si la mort n'existait pas ?» Le deuxième, c'est « Et si la mort n'était qu'un passage ?» Et le troisième, « L'âme », qui sont faits avec des médecins, avec des gens qui travaillent, des accompagnants, des gens qui travaillent en soins palliatifs, des médiums. Et si tous ces gens avaient accès à ça, à cette connaissance, je crois que ça ferait un bien fou. Mais il y aura toujours des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça, parce qu'il y a une peur un peu innée, je ne sais pas d'où elle se nourrit, qui fait que pour eux, non, c'est fini. On meurt, c'est fini, c'est le néant, c'est fini.